Mon invitée d'aujourd'hui est une des championnes de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est économiste, elle est universitaire, diplomate et surtout l'une des figures clés de la politique environnementale mondiale. Née à Oran, une ville portuaire en Algérie, avec sa famille, elle a été rapatriée en France quand elle avait 11 ans. Elle a fondé et travaillé pour plusieurs instituts focalisés sur le développement durable et l'environnement. Et en 2014, le ministère des Affaires étrangères, à l'époque Laurent Fabius, l'a nommée comme sa représentante spéciale dans le cadre de la fameuse COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat. Elle était également ambassadrice, chargée des négociations sur le changement climatique. Et dans ces rôles, elle était l'une des architectes clés du fameux accord de Paris, donc en 2015. La première fois, il faut bien souligner, que presque tous les pays du monde s'engageaient à une stratégie commune afin de faire réduire les émissions de gaz contribuant à l'effet de serre. Aujourd'hui, elle est la CEO de la Fondation européenne pour le climat. Bienvenue très chaleureuse à vous, Laurence Tubiana. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast du Leadership Positif. Merci de l'invitation. Donc, votre carrière est très riche, donc on va discuter certains aspects de ce parcours, mais pas tout évidemment. C'est une carrière qui traverse le secteur à la fois non gouvernemental, le monde universitaire et bien sûr aussi la politique et la diplomatie. Mais je voulais commencer au tout début, comme j'aime le faire dans votre podcast, c'est-à-dire finalement là où sont vos racines, afin de comprendre peut-être quels ont été les moteurs qui vous ont finalement animé dans votre vie et dans votre carrière, et comment ils se sont manifestés, à quel moment. Donc si vous voulez bien, peut-être pour démarrer, quels sont un petit peu, parlez-nous un petit peu de votre enfance en Algérie, jusqu'à 11 ans, si ma date est bonne, des valeurs de vos parents, de la communauté dans laquelle vous viviez et de votre famille. Eh bien, c'est une histoire qui me détermine évidemment beaucoup. D'abord par sa localisation, l'écosystème dans lequel je me sens bien. C'est vrai que je suis une Méditerranéenne. Oui. Et ma famille est le produit de rencontres improbables, d'une famille qui était du côté de ma mère à la fois française pour une partie et grecque de l'autre. Et c'est une histoire de femmes, d'ailleurs, d'entrepreneuses qui ont travaillé dans ce coin de la Méditerranée, entre la Grèce, puis la Turquie, puis l'Algérie. Uh-huh. Et la famille de mon père, qui, elle, est une famille juive installée depuis des temps immémoriaux, je dirais, ouais. Puisque le nom de Tubiana est un nom qu'on retrouve dans les archives qui date de 1500 avant Jésus-Christ. Ah donc, oui, carrément, d'accord. Okay. Un long enracinement dans cette terre d'Afrique du Nord, ouais. dont je me sens évidemment toujours très proche. Et donc, c'est d'abord donc une histoire de voyage, de migrants, de situations diverses, où, au fond, l'idée qu'il faudra peut-être partir un jour est quand même très ancrée. Elle était ancrée. Ouais. D'où mon sentiment probablement qui va déterminer tout ce que je ferai dans la suite, et on pourra y revenir. Ouais. Qui est d'être plus citoyen du monde que citoyenne d'un pays particulier. Et je ressens ça. Alors, je suis méditerranéenne, ça c'est sûr. Au moins, là, j'ai un ancrage géophysique. Ouais. Et par ailleurs, de penser que les questions du monde international, elles sont plus familières pour moi, ouais. Plus proches émotionnellement, ouais. Que des histoires de la France en tant que telle, ouais. Même si j'ai une culture parfaitement française. Parlez-moi un petit peu peut-être d'un ou deux souvenirs dans votre mémoire, justement, mémoire affective, familiale, qui illustre peut-être des valeurs profondes ancrées dans cette famille, dans ce mélange, dans la Méditerranée dont vous avez parlé depuis de nombreux siècles. Qu'est-ce qui a émergé de ça quand Laurence était toute petite? D'abord, dans le moment de la guerre d'Algérie, c'est un moment politique très fort. Ouais. Ma famille était vraiment ancrée à gauche. Et vous imaginez, pour une famille très ancrée à gauche, ce que voulait dire ouais. Le drame entre la colonisation et la décolonisation, le sentiment évidemment tout à fait présent de l'injustice vis-à-vis des populations algériennes, et en même temps l'enracinement dans la famille de mon père, encore une fois, de toujours. Et donc,
Ça m'a beaucoup marqué. Comment on se situe dans un drame où le drame personnel ne correspond pas à la logique de l'histoire. Et Camus dit ça très bien. Alors, Albert Camus et tout ce milieu, c'était des amis de mes parents, entre Oran et Alger. Et il le dit très bien, hein, entre la justice et ma mère, qu'est-ce que je choisis. Et j'ai senti ça dans les débats politiques qui étaient très forts chez moi. Il y avait des discussions politiques tous les jours. Une partie de ma famille était très liée au moment de révolte algérien, une autre plutôt interrogative et surtout souffrant, en essayant de trouver une voie. Et mes parents d'ailleurs se sont posé la question avec d'autres dans leur cercle de la possibilité de rester après l'indépendance et finalement après notamment les événements très violents du 5 juillet à Oran ont décidé de partir. Et donc je suis comme jeune femme, comme jeune fille qui m'intéresse à la politique, qui m'intéresse au monde, cet positionnement très difficile, à quoi on se réfère oui, bien sûr. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc certainement cet épisode-là a fait de moi quelqu'un qui pense qu'elle est bien sûr très heureuse d'être en France, très privilégiée d'être en France. Mais qu'en même temps, d'abord, on ne sait jamais, on peut avoir à partir. Et surtout, le monde est très grand et il nous demande un investissement. Donc, ça définit très bien ma vie. Je pense que c'est un très beau marqueur, en tout cas très fort. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de cet équilibre très fragile entre la dimension personnelle, quand même très forte, quand on est enraciné dans un pays qu'on vit depuis plusieurs générations. C'est mon cas, d'ailleurs, je suis né en Algérie, je tiens à le dire aussi, mais je n'avais que 18 mois quand je suis parti, donc c'est vrai que j'ai une mémoire très éphémère, j'en ai pas en fait de cette époque-là, sauf que j'y suis revenu ensuite, et je vois ce que ça a causé comme traumatisme au niveau de ma famille et de cette communauté pieds noirs lorsqu'elle est rentrée en France, dans la France métropolitaine, comme on l'appelle. Il y a un épisode d'ailleurs que je n'ai compris qu'après, que mes parents m'ont tu, qui est très expliqué dans les très beaux livres de Benjamin Stora. Évidemment, pendant la guerre de 40, mon père a été privé de la nationalité française, comme de nombreux juifs. Et ça a mis un peu de temps avant de les récupérer. Mon père est parti avec l'armée britannique, d'ailleurs, pour se battre. À ce moment-là, basé au Maroc. Et c'est dans cette tourmente de communautés, d'ailleurs, françaises qui devaient être partagées. Ils en ont très peu parlé pour que je ne me sente pas déracinée. Alors, on va avancer un petit peu dans votre vie et notamment, vous avez déjà semé un petit peu une graine de cette conscience politique. J'aimerais comprendre justement comment et quand vous l'avez forgée ensuite en France métropolitaine, parce que vous étiez déjà en France à l'époque, et comment vous, peut-être en suivant ou pas vos parents, vous parlez d'exemples du côté de votre famille, vous ont mis ou pas l'étrier dans l'engagement politique finalement qui fait partie pleinement de votre vie aujourd'hui. On en parlera beaucoup plus tard sur vos engagements actuels aussi. Mais parlons déjà de cette époque-là. À quel moment vous est venue cette conscience politique finalement, après ces événements d'Algérie bien sûr? Comme beaucoup de jeunes de ma génération, et à cause de ce passé et de cette difficulté à se sentir à la juste place, de récupérer aussi ce qui était impossible à l'époque lorsque nous sommes rentrés d'Algérie, de retrouver la mémoire, l'analyse réelle de ce qui s'est passé. Comme on le sait, la mémoire sur cette guerre a été très partielle et encore aujourd'hui. C'est très compliqué. Et donc, évidemment, comme beaucoup de jeunes de ma génération, ça a été la guerre du Vietnam, l'engagement, qui m'a dit, avec une grande faim en même temps de s'engager. Après, ça a été de participer à des mouvements d'extrême gauche. En mai 68 aussi ou... Un petit peu après en mai 68, mais juste après. Juste après, en mai 68, je passe mon bac. Je regarde évidemment cette extraordinaire révolution de culture, qui était une révolution culturelle d'abord. Et puis, je commence mes études supérieures. Et je m'engage effectivement en cherchant un peu un atterrissage dans cette question politique qui, pour moi, ça n'a jamais abandonné, parce que même après l'arrivée en France, cette question, qu'est-ce qui s'est passé, comment on comprend, quelle a été la position juste, était tout le temps là, dans la discussion avec mes parents, avec la famille. Bien sûr, teintée de regret, mais en même temps avec une certaine lucidité. En plus, mon père parlait très bien arabe. Moi, je l'ai pas. Enfin, j'en ai que des bribes. Et donc, aussi sa proximité et sa souffrance, qui était extrêmement grande. Donc, je pense aussi parce qu'il y avait ce conflit intérieur entre leur conscience
progressistes, si on peut dire, engagés socialement. Ils ont été des grands militants du Front populaire, bien avant ma naissance. Mais je pense au déchirement politique et qui est très profond. C'est très dur. Et donc là, je rentre dans une organisation d'extrême gauche dans laquelle j'ai passé pas mal de temps. La Ligue communiste révolutionnaire, voilà, c'est ça avec l'idée que il faut penser le monde, c'est l'international. Et à ce moment-là, je fais mes classes parce que j'apprends. J'apprends ce que c'est la politique. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que il y a un aspect de rigidité et d'endoctrinement qui ne me va pas. Et rigidité en quel domaine? C'était, vous savez, comme dans n'importe quelle organisation politique, mais particulièrement des organisations qui sont confidentielles. L'idée que on doit appartenir à un petit groupe, qu'on répète un peu des arguments. Enfin, tout ça est plus complexe, mais l'idée que, au fond, on est dans un système où on doit défendre une ligne. Et de se tenir à cette ligne, quoi. Et de se tenir à cette ligne. Et là, je me dis non, ça c'est pas moi. Je suis trop à l'étroite. Voilà, je suis trop à l'étroite, c'est pas moi. Et donc, même si j'ai beaucoup appris, appris l'amour des textes politiques, l'intérêt de les lire, et de l'intérêt de les lire précisément parce qu'au fond, souvent, tous ces dirigeants politiques ou ces penseurs disent les choses qu'ils vont faire. Et Trotsky n'est pas plus tendre que ceux qui ont finalement gagné en Union soviétique. Mais il avait l'aura évidemment de ne pas avoir été staliniste. Et puis il y avait cette bataille quand même dans la gauche française entre le Parti communiste qui avait tellement de mal à se détacher de l'Union soviétique et donc du régime stalinien. Ça a été vraiment des discussions très intéressantes. J'étais encore jeune, mais je comprenais le débat entre justifier l'autoritarisme par les objectifs sociaux mondiaux. Donc, ça a été ça mon entrée dans la vie politique. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que une sacrée formation. Oui, sacrée formation. C'est marrant, c'est que j'ai eu l'an dernier une autre invitée, français aussi, Perla Servan-Schreiber, que vous connaissez sans doute, et qui m'a parlé de son engagement, enfin, le fait que mai 68 était pour elle, en tout cas, un catalyseur dans son engagement. Alors, pas forcément politique, comme vous en parlez, mais j'allais dire sociétal, et le fait de s'investir de plus dans l'engagement auprès des personnes. Alors après, il y a toute l'histoire de son magazine Psychologie positive notamment. Mais est-ce que pour vous, justement, mai 68 et ces autres batailles, finalement, ont été un moment clé pour définir un peu l'axe, c'est un grand mot, je sais, de votre vie, de direction, en disant, mais voilà où je veux aller maintenant, compte tenu de ces convictions? Oh, certainement. D'abord, révolution profondément culturelle, et puis être dans ce bain incroyable, quand même, rappelons-nous, de l'effervescence intellectuelle. C'est quand même le débat entre Foucault, Althusser, tous ceux qui auront fait la théorie philosophique française. Alors bon, comme je suis une petite fille, je suis une très jeune fille, j'écoute, mais c'est quand même un moment où on se demande où sont les mouvements de libération, qu'est-ce qu'ils pensent. À ce moment-là, malheureusement, ce qui va être beaucoup plus tard et qui va d'ailleurs, au fond, je me convainc bien après en fréquentant des femmes plus jeunes que moi, qu'est le féminisme, qui est lui un peu le marginalisé de mai 68, complètement. Mais quand même, oui, il y a cette effervescence sur qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est l'autonomie. Oui, c'est un mouvement complètement fondateur et après, je ne pourrai plus jamais ne pas m'intéresser à la politique. C'est ça a été un vrai tournant. Alors, dans ce podcast, Laurent, j'aime beaucoup parler aussi des compétences humaines, les fameuses soft skills, quand on utilise le terme anglais, et notamment ce qu'on appelle dans le leadership positif, qui est une école de pensée que je n'ai pas créée, qui existe en psychologie positive. Il y a un certain nombre de cercles. Le premier, c'est moi. Le second, c'est moi et les autres. Et le troisième, c'est moi et le monde. J'aime beaucoup ça. On démarre par la connaissance de soi, la confiance en soi, l'énergie positive qu'on sait créer en soi déjà. C'est déjà très important, faisant attention à soi. Le sens qu'on donne qu'on donne beaucoup à sa vie, sa mission, qu'on formule ou pas. Et après, comment on entraîne les autres. Alors moi, dans ce podcast, c'est vrai qu'il y a un... qui écrit défini, parce que dans le cadre de mon association, on essaie de transmettre ça à nos jeunes entrepreneurs. Le septième pouvoir, tel qu'on l'a qualifié, celui de la conscience sociale et environnementale. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu des invités très différents. J'ai eu, par exemple, Boyan Swat, je ne sais pas si vous connaissez, qui a 18 ans, a créé cette très belle organisation qui s'appelle The Ocean Cleanup, qui est
en fait, un entrepreneur qui a créé, sous forme philanthropique, en fait, un processus pour récupérer les plastiques dans les océans et surtout dans les rivières de pays émergents, notamment les plus pollués du monde, puisque c'est en amont que se passent les problèmes avant que ça arrive dans l'océan, voilà, et qui a créé vraiment Oui, ou les actifs en Indonésie, je crois, en particulier. Notamment l'Indonésie, absolument, d'autres pays. J'ai reçu quelqu'un aussi dans mon entreprise, comme Paul Polman, l'ancien CEO d'Unilever, que vous connaissez bien, Paul, voilà, qui a un très bel itinéraire également, et qui s'était engagé avec Unilever, évidemment, dans cette transformation très, très grande. Et donc finalement, ma question pour vous, c'est que, je dirais presque intuitivement, on sent que cette conscience politique, elle est née. Mais à quel moment et comment et qui a influencé cette conscience environnementale, voilà, dans votre parcours, dans votre vie? Là, ça arrive plus tard. Alors, mon engagement personnel dans différentes organisations, lorsque au fond je me distancie de la politique au sens partisane. À quelle époque c'était ça? Alors, je me souviens plus de l'année, mais dans les années 80. Un peu avant. Je fonde d'ailleurs avec d'autres. Je suis à ce moment-là déjà chercheur à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, où je m'occupe d'économie. Alors, dans un milieu qui est très masculin, donc ça fait aussi, c'est partie de moi d'être une femme dans un milieu masculin et de mettre du temps à me rendre compte que enfin, je veux ça, je veux casser ce plafond de verre, évidemment. Je suis d'une famille de femmes où les femmes sont des entrepreneuses. Mais en même temps, c'est un long chemin avant de me dire que sans doute le combat féministe, il demande une attention spécifique et particulière. Et à ce moment-là, donc dans cette ONG qui s'appelle Solagral, ça veut dire Solidarité agricole et alimentaire, je m'intéresse évidemment aux échanges Nord-Sud. C'est d'ailleurs mon domaine de recherche à l'INRA, que j'ouvre parce qu'il est peu fréquenté, c'est un institut dans l'économie qui s'occupe surtout de l'économie rurale française et européenne. Et petit à petit, je comprends évidemment et j'aide déjà dans cette association qui est une association de plaidoyer, de recherche et de plaidoyer, qui fait le lien entre la recherche et l'action, qui va alors là complètement marquer ma vie, puisque je serai toujours entre les deux. Et donc, Solagral montre des arguments sur différents sujets de politique publique qui montrent comment les politiques publiques peuvent être extraordinairement négatives pour un certain nombre de régions du monde. Les aides alimentaires européennes, par exemple, sur les marchés alimentaires africains, c'est un bon exemple. D'ailleurs, une de mes petite victoire avec d'autres, ça a été la réforme de l'aide alimentaire européenne, qui du coup n'est plus... aujourd'hui, on ne peut plus donner de l'aide alimentaire si ça déstabilise un marché dans un endroit particulier. Donc ça, c'était mon premier connexion avec une victoire particulière. Bien sûr. Et chemin faisant, en rencontrant des organisations agricoles dans différentes parties du monde, je rencontre aussi, à l'occasion de la conférence de Rio de 1992, ceux qui disent, la production, la justice, c'est important, mais en même temps, il y a la nature. Et il faut prendre soin de la nature. Et il y a aussi des intérêts économiques et sociaux liés à cette nature. Et je m'engage dans ce combat, à ce moment-là, en réfléchissant, alors là, pas du tout au climat à l'époque, plutôt sur les questions de biodiversité, de conservation des forêts, dans ce débat entre utilitariste et conservation. Comment on fait pour avoir un rapport équilibré, puisque certes, il y a des communautés qui vivent de la nature, un usage de la nature, et cette nature, de toute façon, elle est déjà, évidemment, dans beaucoup de cas anthropisée. Et donc, comment on arbitre contre un mouvement, d'ailleurs, écologiste qui, lui, par tradition, lui est très conservateur. Il vient des années 30 aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, où la nature doit être protégée dans sa sauvagerie, et les intérêts des humains ne comptent pas. Et donc ça va être aussi une ligne de crête que je vais garder. Et est-ce que quelle était finalement la vision fondatrice que vous avez évolué de Solagral à l'époque? Est-ce que vous avez intégré cette dimension climatique environnementale à ce premier combat autour de l'agriculture, après la conférence de Rio en 92, on se met grâce à des collègues chercheurs d'ailleurs à l'INRA qui amènent, avec qui je suis toujours en relation puisque ils font partie du Haut Conseil pour le climat comme moi-même, à mesurer l'importance de ces biens communs globaux
et de voir que le changement climatique est une menace pour tous. Oui. Et que c'est la production aussi, le développement économique qui en est la cause. Et donc, grâce à ça, cet éclairage, on commence à se militer sur ces questions et à comprendre et à rechercher. Puisque Solagral était un peu comme Oxfam l'a été en Angleterre. Ouais. Mais Oxfam a un très gros service de recherche. Solagral se voulait comme un petit, beaucoup plus petit, un petit peu, organisme de recherche, si on veut, appliqué pour les organisations françaises non gouvernementales. Donc, c'était l'idée d'amener les chercheurs à donner leurs arguments, leurs faits, leurs évidences, qui fait que le combat des ONG peut être plus solide. Et puis surtout avec des objectifs plus utiles. Donc le climat devient un sujet très important jusqu'à ce que je rentre au cabinet de Lionel Jospin et que je viens en 1997. Voilà. Mais à l'époque, juste avant cette transition, justement, dans le cabinet de Lionel Jospin, finalement, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette période avec Solagral, avec cet engagement très fort à la fois dans une filière dont on parle encore, peut-être, je ne sais pas si on en parle plus, mais enfin la filière agricole aujourd'hui, elle est quand même plus que d'actualité, c'est énorme, au plan à la fois social, économique d'ailleurs, et environnemental, évidemment, les trois. C'est quoi les grandes leçons que vous avez tirées de ce leadership, d'une organisation que vous avez créée finalement Oui, qui a eu vraiment de l'impact. Bon, après, malheureusement, à mon départ, elle s'est un peu effondrée. Mais première leçon déjà, il faut penser les choses globalement. Et effectivement, comme vous le disiez, les filières, elles sont articulées entre elles. Et ce qui se passe à Paris a de l'influence sur des producteurs au Brésil. Il y a quand même des acteurs qui ont beaucoup de pouvoir, notamment tout ce secteur agroalimentaire de l'amont, mais aussi de l'aval. Et qu'il y a une grande inégalité d'influence et de capacité de négociation. Donc première chose, essayer, et ça va me poursuivre et c'est encore aujourd'hui, comment on fait pour rééquilibrer ce rapport de négociation. L'économie, la vie est aussi une négociation. Et comment on donne les arguments, les éléments, les informations à ceux qui finalement sont dans une situation de faiblesse par rapport à évidemment des grandes entreprises, dans ce cas-là c'est ça, qui ont tous les moyens. Et en particulier, un exemple a été d'aider des producteurs de soja brésiliens, qui étaient des petits producteurs dans le sud du Brésil, de connaître les prix du marché, parce qu'ils ne les connaissaient pas. Ben oui, c'est ça. Et donc, quand on se trouvait devant un Cargill ou une grande négociation, c'était un peu compliqué. La négociation a été inégale. Et cette question de l'asymétrie, pour moi, elle est centrale. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que si on voit, on essaye de voir, même si aujourd'hui les perspectives sont tellement sombres, comment il faut sans relâche, si on peut, essayer de corriger cette asymétrie. Alors, il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui diront c'est par la force militaire. C'est pas mon domaine et j'y crois moyennement. Mais en revanche, par les idées, les informations, les faits, donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est vraiment une ligne créer un forum pour toutes ces voix non audibles. Alors, on revient maintenant à ce passage vers le monde politique. Donc, vous devenez, je crois, conseillère, vous l'avez dit, d'ailleurs, auprès du Premier ministre Lionel Jospin sur justement les questions du développement durable. Mais je crois que vous ne restez pas longtemps finalement dans ce monde, mais enfin vous allez pouvoir en parler. Et en 2001, vous fondez à ce moment-là une autre organisation, l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDDRI, que vous avez dirigé jusqu'en 2014. Alors, vous pouvez parler un petit peu de cette époque, la vie politique au sein d'un cabinet, celui de Jospin à l'époque, donc vous vous retrouvez au cœur de centre de décision, là, du coup, la capacité de changer la symétrie. Qu'est-ce qui résulte d'un petit peu de cette période pour vous ? Bon, d'abord, c'était, comme tous ceux qui ont participé à ce gouvernement, une très belle expérience politique. C'est un gouvernement qui discute, qui débat du fond, avec un Premier ministre dont je crois que chacun reconnaît la rigueur, et du coup un apprentissage de ce que c'est que la politique qui se fait, que je n'avais pas, puisque j'étais plutôt dans l'influence, et qui à la fois me montre que il faut arriver avec des idées très claires dans un gouvernement, et c'est le fameux problème de tous les gouvernements qui viennent avec 1 ou 2 ans de programme et puis qui après sont confrontés à la réalité, surtout au fait qu'il faut avoir encore une fois une direction très claire, parce que
Quand on est dans une position aussi centrale, on reçoit des avis de tous côtés et il est très difficile de comprendre le réel. Le réel échappe. Quand on est rue de Varennes, on reçoit des gens toute la journée. Mais où est le réel? Chacun a son point de vue, chacun a son point de vue, son argument. Et que ce qui m'a aidé en tout cas dans ce travail, j'avais un objectif évidemment, c'est de faire exister la politique de développement durable en France et notamment dans sa version internationale qui était toujours moi. Ça, j'ai pas changé. Citoyenne du monde. Et du coup, mais en même temps de comprendre que si on n'avait pas une direction très claire, de savoir pourquoi on était là, on était perdu en politique. Et j'observe ça tous les jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus y rester trop longtemps, parce que d'abord, au bout d'un moment, sa capacité d'action, elle s'est épuisée, et c'est surtout sa capacité de compréhension du réel, de savoir où sont les vraies tendances de la société, les vrais acteurs. On le perd en étant enfermé dans ce petit cercle, ce qui arrive évidemment à tous les... bien sûr. Et on parle plus aux ministres, aux autres conseillers, plutôt que à ceux qui font la société. Et donc ça m'a frappé, le fait qu'on peut ne pas se perdre si on sait pourquoi on vient et pourquoi on part. Est-ce que, pour finir sur ce chapitre, est-ce qu'il y a une grande satisfaction quand même qui, pour vous, ressort de cette période-là, de ce que vous avez pu accomplir ou de ce que vous avez réalisé dans votre propre développement personnel d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, pendant cette période? Eh bien, même si c'était une période douloureuse, parce que ma mère est décédée pendant ce temps-là, et que c'est une personne dont j'étais extraordinairement proche. D'abord, des choses qu'on a fait aboutir, certaines qui ont abouti après, notamment un sujet très important qui est l'autorité de sûreté nucléaire, autorité indépendante dont j'ai juste avant les derniers mois fait le projet de loi qui a finalement été voté par le gouvernement suivant. L'intégration quand même de l'environnement dans une gauche qui ne l'avait pas compris, même si c'était juste le début. Et les discussions que j'ai eues après avec Lionel Jospin au fil du temps se sont poursuivies et beaucoup de dirigeants de gauche, que ce soit Laurent Fabius, Denis Strauss-Kahn, Lionel Jospin évidemment, sont arrivés à la question de la transformation écologique un peu après, et j'ai continué d'ailleurs à leur parler après. Bien sûr, j'imagine, le dialogue ce gouvernement sur la transformation du corps de doctrine et de pensée socialiste qui doit intégrer cela. Et c'est encore, je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pour beaucoup de partis d'ailleurs, probablement. Pour beaucoup de partis, absolument, oui. Ça reste un impensé, c'est trop compliqué à cause de cette contradiction apparente, sociale et protection de la nature, alors qu'en fait, c'est pas ça. Mais le problème est toujours mal posé. Donc, ça, je retiens ça d'abord il faut une doctrine, une pensée conceptuelle pour faire de la politique. Ça, c'est peut-être la deuxième leçon que je tire de façon générale. Et puis, le fait qu'en fait, il y a des gens qui ont des convictions et des passions partout, il suffit de les repérer et que tout n'est pas le pouvoir, au contraire. Enfin, la recherche de pouvoir n'est vraiment... ce qui pour moi aussi est une autre façon de vivre, c'est que il y a une anxiété dans ce milieu politique sur est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on gagne du pouvoir tous les jours. C'est comme la marade de Blanche-Neige qui se regarde dans la glace. Et là, on est perdu. Si on ne sait pas pourquoi on est là. Et si on sait pourquoi on est là, on peut faire un certain nombre de choses. Et du coup, on n'est pas mangé par cette anxiété incroyable des rapports de pouvoir qui dominent les égos. Permanence. Et là, qu'on voit exploser là, ces jours-ci encore plus que d'habitude. Alors, dans cette lancée, en 2014, vous recevez un appel de quelqu'un que vous connaissiez bien, puisque vous l'avez déjà cité à l'époque, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères en France à l'époque. Et il vous a posé une question, je crois, à savoir si vous acceptiez de devenir son ambassadrice dans les négociations de la COP21, donc la conférence sur le climat des Nations Unies qui devait se tenir à Paris. Et n'oublions pas que donc, les enjeux de cette COP21 étaient considérables. C'était la dernière chance de donner suite à la promesse de COP17 en 2011 et d'adopter un accord sur le réchauffement climatique qui était juridiquement contraignant et qui serait appliqué a priori dans tous les pays du monde avant 2015.
Alors en plus, entre 2011 et 2015, le réchauffement climatique a empiré. On a commencé à communiquer des données. Et c'était de plus en plus une question évidemment vitale, urgente. Alors parlez-nous de cet appel de Laurent Fabius, ce moment où il vous appelle. Qu'est-ce que vous avez pensé, ressenti à ce moment-là? Et je veux dire, aviez-vous déjà, visiblement, bien sûr vous aviez une conscience aiguë du réchauffement climatique, je l'imagine, mais déjà en tête, finalement, le rôle que vous alliez pouvoir jouer dans une gouvernance qui s'annonçait a priori comme un pari impossible, quoi, parce que c'était quand même... C'était ça. Ça n'avait jamais été fait. C'était un échec annoncé. Oui. Bon, c'est l'échec, exactement. Alors, je ne débarque pas complètement, bien sûr, puisque à l'IDRI, l'institut que j'ai créé en partant de Matignon, une fois qu'effectivement la gauche a perdu les élections présidentielles, on travaille sur le climat, puisque j'ai... D'ailleurs, un des grands moments de formation a été dans ce cabinet de traiter les questions climatiques à ce niveau, avec les ministres de l'époque, notamment Dominique Voynet, mais aussi le ministre des Affaires étrangères. Donc, j'arrive et j'ai proposé, pendant que j'étais encore à Matignon, une réforme du Quai d'Orsay, notamment la création d'une direction des biens publics mondiaux, dont j'ai assumé la direction plus tard, à la demande de Bernard Kouchner. Et donc, je vois les problèmes de négociation climatique depuis ce moment de Matignon, puis au Quai d'Orsay avec cette nouvelle fonction que j'occupe pendant pas longtemps, pendant un an, pour mettre en place cette direction donc, j'ai proposée. Et en même temps, j'ai conduit les négociations françaises à ce moment-là. Brice Lalonde était, je crois, l'ambassadeur climat, puisque j'avais proposé à ce moment-là, à l'époque à Matignon, qu'on crée un rôle d'ambassadeur. Qui a donc été confié à Brice Lalonde, je pense, c'est peut-être pas le premier, mais enfin, il l'était à ce moment-là, en 2009, au moment de Copenhague et de cet échec de Copenhague. Donc, je vois la négociation de l'intérieur, je vois les écueils, et lorsque Laurent Fabius m'appelle, à l'IDRI, on avait travaillé évidemment pour comment est-ce qu'on ne reproduit pas cet échec. Sachant que je savais déjà que la France avait demandé, avait proposé d'accueillir cette COP. Organisateur de cette COP, que tout le monde disait mais c'est une folie, Laurent Fabius l'a répété plein de fois, personne ne le voulait, ne la voulait. Aller dans le mur, lui-même était évidemment inquiet. Et donc, il y avait un ambassadeur climat qui existait déjà, qui était là, mais qui était peut-être peu expérimenté sur le sujet. Donc quand il m'appelle, je crois que je l'ai appelé quand même à un moment... pour dire quand même c'est possible de le faire, mais c'est très difficile, mais sans plus. Et puis je pars pour mon enseignement habituel à Columbia, à New York, et il m'appelle à ce moment-là pour me dire j'ai besoin de vous. Je refuse d'abord en disant mais là ce que vous me proposez, impossible. ça va pas marcher pour des raisons d'institutions françaises. D'accord. Si je suis une ambassadeur climat alors que le problème se passe au niveau ministériel, ça va pas marcher. Il y avait une ministre qui était là, qui était la ministre du développement. Et je dis ça va pas marcher, on va être en conflit. Sur les pieds, quoi. On va se marcher sur les pieds, donc je crois que c'est pas possible parce qu'il faut beaucoup d'autorité pour conduire ce travail. C'est clair. C'est pas juste être là. Figuration. Donc je refuse. Puis je rentre à Paris, il me sollicite et je négocie donc le fait que si c'est le cas, il me faut une équipe que je dirige, dont j'ai la responsabilité et l'autorité. Que je rapporte évidemment à lui et à Ségolène Royal, puisqu'elle était ministre de l'Environnement, mais que ça se passe à très haut niveau, sinon je ne fais pas. Donc je pose mes conditions, que je puisse recruter mes conseillers, et du coup on construit cette équipe qui a été formidable, avec plus de 100 personnes qui vont préparer la négociation de Paris. Pendant combien d'années donc Ça c'était donc début 2014, enfin mi-2014, mais j'arrive aussi, ce qui est mon grand avantage, c'est que... J'avais un plan, en fait. Oui, c'est ça. J'avais le plan prêt. Vous disiez tout à l'heure, il faut avoir un plan en politique. Il faut venir avec... Oui, voilà, j'avais le plan de ce qu'il fallait faire. Alors, quelle était votre stratégie, justement? C'était quoi la stratégie de réaliser ce qui semblait être irréalisable avec tous ces États qui avaient des points de vue et des points de départ totalement différents? Comment? D'abord, de tirer les leçons de pourquoi ça n'avait pas marché à Copenhague. Et pourquoi, quand même, malgré le fait qu'à Copenhague, les pays se quittent en disant on n'aura pas d'accord global... Très rapidement, la demande, notamment venue des pays les plus vulnérables,
des pays en développement, avec les Européens, disent il faut qu'on remette le sujet sur le tapis, il faut qu'on se remette au travail. Ouais. Donc, mais l'échec, ça a été très largement, je dis ça, j'écris d'ailleurs dans une note après 2009, en disant c'est la fin du vieux monde. Copenhague montre qu'on est à la fin de ce vieux monde où les États-Unis et les pays... les Européens s'entendent sur l'ordre du monde, quoi. Voilà, et c'est fini. C'est plus possible. Et Copenhague, c'est c'est même matériellement, les images sont criantes et fantastiques, où on voit que ce vieux monde est fini, que le nouveau monde est en train d'émerger, qu'il n'y a pas de consensus des deux côtés de la table, mais qu'en même temps, à penser qu'on peut faire les choses en petit comité dans une porte fermée. J'avais déjà vu ça, d'ailleurs, en étant à Matignon avec... tous les problèmes sur le commerce à Seattle, les portes fermées, c'est plus possible. Et donc, déjà, premier enseignement, pas de porte fermée. Il faut de la transparence. Et puis, deuxième enseignement, il ne faut pas commencer par penser que ce qui va bien pour les États-Unis ira pour le monde entier. Même si, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être dans le déroulement. Et surtout, de penser que le climat, c'est tellement compliqué. C'est pas la décision des gouvernements, et ça c'était l'expérience politique qui va faire, c'est le fait que ça se décide partout, dans les entreprises évidemment, dans les circuits financiers évidemment, dans les villes, et c'est tous, y compris sans doute aussi, et là c'est moins clair pour moi, mais en même temps je le sens fortement, par les citoyens, et que avoir une vision d'accord international qui ne se fonde que sur cette représentation des sociétés par les gouvernements ne permet pas le changement d'ampleur associé les autres parties prenantes. Voilà, parce que c'est trop. Et du coup, l'idée des 4 piliers de l'accord de Paris. Alors, oui, il faut que, et ça c'est l'enseignement de Copenhague, que les pays gardent un élément important de souveraineté nationale. On ne peut pas leur imposer leurs objectifs, donc il faut qu'ils les décident eux-mêmes. Et évidemment, avec la pression des uns et des autres pour qu'ils soient le meilleur possible. Et ça, c'est les fameuses contributions, les plans climat, au fond. Il faut en même temps qu'on ait un accord, parce qu'il faut de la pression des pairs. Et il faut qu'on ait des objectifs communs. Et c'est l'objectif des températures et la réduction des émissions à zéro. Ça, c'est lu dès le début, cet objectif commun, ou c'est au fur et à mesure des discussions en disant sur quoi peut-on avoir un objectif convergent? Non, ça vient, mais c'est vous qui avez porté... C'est dans ma tête. On prépare, y compris à l'IDRI, on en avait préparé des documents en consultant pour l'idée que 1,5 degré, ça devait être dans l'accord, même si ça paraissait impossible à l'époque. Donc il faut un accord avec des modalités de révision, puisque jamais personne va y arriver du premier coup. Il y a un problème d'apprentissage, c'est un accord qui se fonde vraiment sur l'idée d'apprentissage et d'expérimentation. Et qu'en même temps, il faut laisser la place aux autres acteurs. Et en mettant un volet particulier, un des piliers sur la finance, parce que c'est la condition c'est quand même un énorme sujet d'investissement, et aussi de prix relatif, si on peut dire. Ça, c'est l'économiste qui parle. Et en même temps, d'avoir une place où on reconnaît et où on demande aux acteurs économiques comme aux autorités locales de faire leur part. Et donc, je viens avec ça. Et avec ce cadre de référence, quoi. Oui, avec un framework un petit peu j'ai un que vous plan, proposez à tous les acteurs avec le plan. D'ailleurs, je raconte une anecdote que je raconte dans le livre qu'on est en train de faire avec un collègue. Avant de partir à New York, je vois des copains qui sont des négociateurs américains que je connais d'avant, puisque j'étais quand même impliquée depuis longtemps. Puis je fais le dessin sur un papier, sur une nappe. Et puis, il me demande, pourquoi tu veux un truc si compliqué? Quand même, il y a déjà la convention, il y a tous les pays, pourquoi tu veux ajouter des choses? Et je dis non, mais vraiment, je pense que c'est pas possible autrement, parce qu'il faut un système de pression relative. Quand il y a un sujet, et on le verra après le départ de Trump de l'accord de Paris, il faut des filets de sécurité et on a besoin de beaucoup de contrepoids. Et donc, à ce moment-là, c'est la diplomate juriste américaine déchire le papier et l'emmène. Je crois qu'elle l'a gardé. Elle n'a pas pris une photo à l'époque, non? Non, elle a déchiré la nappe. Vous savez, c'est des nappes en papier. Oui, nappe de déjeuner. Est-ce qu'il y a un moment charnière très fort? Il y en a eu plein, j'imagine, dans ces négociations incroyables, Laurence, que vous pouvez partager, qui vous a fait passer, j'en sais rien, peut-être du désespoir, au contraire, à dire on va y arriver en fait.
D'abord, moi je quitte Copenhague assez évidemment très déprimée, mais en disant on aura notre revanche. Ouais. Le cynisme a gagné, c'est vrai, les pays comme ça ne se font pas de pression les uns sur les autres, mais on aura notre revanche, enfin ceux qui pensent que c'est un problème commun et pas un problème juste de développement économique comparé. Et il y a eu 2 grands moments, un moment presque au milieu à la fin. Bon, c'est aussi, j'avais gagné la confiance des uns et des autres en faisant beaucoup de préparation. Il y a eu beaucoup de préparation. Énormément de voyages, j'imagine, et de rencontres. Et aussi de réunions. Ouais. On a fait ce qui ne se fait plus, et je le regrette, des réunions très fréquentes des ministres à Paris et dans certains pays aussi, pays, mais surtout à Paris, où on réunit les 35 à 40 ministres des pays qui représentent les différents groupes de négociation, pour les familiariser avec les problèmes, les options qu'il va falloir prendre. Les éduquer, quelque part aussi. Voilà, parce que à la fin, c'est eux qui vont piloter. Et s'ils sont pas informés, ils pourront pas prendre la distance politique nécessaire pour aller de la négociation technique qui s'en faire toujours. Dans le parce détail. que les gens sont toujours dans les chaque détails. mot, etc. Et il faut qu'ils puissent comprendre et maîtriser ces détails techniques. En fait, partager le contexte commun. Voilà. Et donc l'information et l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment des règles de travail. De base, mais et on réunit, grâce à Laurent Fabius, ces ministres presque 4 fois, je crois, avec vraiment des séances de travail sur le fond, bien organisées. Et donc, ils arrivent très équipés. Ça, c'est important parce que il faut comprendre, la méthode a été très, très utile. Et puis aussi beaucoup de contacts avec les ONG pour les transparences qu'on était en train de faire, pour que justement elles donnent une narration positive. Réfléchir sur la narration, un moment important qui se passe très avant Paris. Un des anciens secrétaires exécutifs de la Convention Climat, une grande amie, qui est toujours une grande amie, qui est aujourd'hui la vice-première ministre espagnole, Teresa Ribera, et puis il y avait encore 2 ou 3 autres personnes, me disent à ce moment-là, il faisait un peu un pack de soutien. Il faut que tu écrives aujourd'hui le communiqué que tu veux à la sortie du 12 décembre. Fameuse annonce du communiqué de presse. Voilà. Et donc, on commence à y penser très sérieusement en disant, si on gagne aussi la narration... Ça sera quoi comme économiste, vous connaissez... vous êtes dans l'économie, vous savez comment les anticipations conditionnent les comportements. Et donc, la fameuse self-fulfilling prophecy, l'idée que selon ce qu'on pense arriver, va arriver, je me dis, il faut que la self-fulfilling prophecy, c'est que ça va marcher. Donc, c'est ça le communiqué. Ça, je l'ai déjà en début 2015. Et les moments dans Paris très importants, ça a été, d'une part, d'avoir gagné cette confiance, et notamment un moment que je n'ai pas raconté encore à personne. Il y a un gros conflit entre le groupe des 77, animé et présidé par l'Afrique du Sud, et une remarquable ambassadrice, Madame Disseko, qui a une carrière diplomatique à continuer après, et qui est incroyablement méfiante. Et puis, je vais la voir. Et je suis très émue parce que c'est une femme forte, parce que je sais qu'il faut que je gagne sa confiance. Et il se passe quelque chose entre nous, où elle me dit toute sa méfiance de tous les personnages qui sont autour d'elle dans cette négociation, et le fait qu'à la fin, elle me croit. Et donc je pars avec... On a une relation directe. Je lui dis, dites-moi directement, je vous dirai directement. Et on construit cette relation qui était formidable. Ça, c'était le premier élément, ça c'était tout au début, à la fin de la première semaine en tout cas, puisque non, c'était plus compliqué. Et puis, deuxième moment très important, on est presque à la fin, on a hérité d'un texte très compliqué, donc il a fallu faire beaucoup de réécriture, etc. De ménage. De ménage, il y avait, dans le jargon des négociateurs, quand on n'est pas d'accord, on met des virgules. Et il y avait 950 virgules au moment où on a pris le texte. C'est-à-dire, il y en avait partout. Donc, on se dit, des réserves partout, en fait. Des réserves partout. Il y avait des options qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et donc il faut progresser sur ce texte. Et à un moment de la semaine, de la deuxième semaine, le négociateur américain, John Kerry, donc l'envoyé spécial américain, et l'envoyé spécial chinois, chez Zenwa, qui est un ami que je connais aussi bien, les deux sont des amis, viennent avec une proposition en disant voilà l'accord. Et là, évidemment, je vois
combien pour le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui quand même, c'est lui qui porte la responsabilité mondiale. Moi, bien sûr, mais quand même, c'est l'architecte derrière lui. Voilà, c'est celui qui va de toute façon jouer sa visibilité politique. Évidemment, se dit, bon, mais si les États-Unis et la Chine sont d'accord, pourquoi pas? Et là, je le convainc que non. Parce que ça suffit pas. Du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Et pour des raisons évidentes, c'est que les deux grands, depuis le début, avec des allers-retours, ils s'arrangent entre eux pour que ça ne bloque pas ni leur développement économique, ni à l'un ni à l'autre, ni la compétition qu'ils ont entre eux, puisqu'ils sont déjà en compétition pour être la première économie mondiale. Ouais. Et donc, le convaincre que non, là, c'est pas assez. Et puis, on utilise un argument un peu fallacieux vis-à-vis de Kerry et de Chesanois, qui est de dire, vous savez, c'est trop tard, parce que c'est très engagé. C'était très engagé. Et en fait, il n'y avait pas... Mais il y avait quand même un peu d'espace. Oh. Mais quand même, il faut savoir dire à un moment... c'est un coup de poker que vous avez joué là, quand même. Il faut du poker. Ça, c'était le coup de poker. Et alors, par contre, Fabius a dû vous dire, mais alors, c'est quoi la solution, maintenant? Bon, et là, l'angoisse monte, évidemment, l'inquiétude monte, mais on avance. En éliminant ces fameuses virgules, en reformulant et en faisant accepter avec une grande maestria de Fabius de tenir ces réunions tous les jours. Il y avait des réunions tous les soirs de tout le monde, de tous les 187 pays, pour expliquer où on en était, donc avec une politique de transparence absolue. Total. Voilà ce qu'on a changé. Regardez le texte, demain on avance encore. Bon. Avec évidemment tous les groupes de travail sur les sujets spécifiques qui continuaient. Ouais. Et puis, alors là, ce que j'ai parfois raconté aussi, un moment incroyablement émouvant dont je me souviendrai toute ma vie. Ouais. C'est le dernier matin. J'ai gagné quelques heures auprès de Fabius qui était très strict sur les horaires pour ne pas être en retard. Mais j'avais besoin de quelques heures avant qu'on donne le texte à tous les pays en même temps. Besoin de consulter une dernière fois pour qu'il n'y ait pas un non. Parce qu'évidemment, les derniers arbitrages avaient été difficiles. Ouais. Et j'obtiens ces quelques heures et donc il est 5 heures du matin. Et je vois, donc j'avais évidemment un peu pas dormi. Pas beaucoup dormi pendant plusieurs semaines, j'imagine. Ouais. Oui, non, on ne quittait pas le centre, on dormait par terre. Sur place. Enfin, bon. Et je me rends devant le groupe des pays les plus difficiles, qui sont les pays pétroliers. Venezuela, Iran, la Chine aussi qui est dans ce groupe, la Malaisie, qui sont vraiment les pays qui font un peu le non, quoi. Le non, plus radical. Et donc, il est 5 heures du matin, je leur ai dit, bon, je ne vous donne pas le texte puisqu'on va le donner à tout le monde en même temps, mais voilà ce qui va vous plaire et ce qui va vous déplaire dans le texte. Et je donne les différents arguments, les différents sujets, évidemment, centraux. Et puis, silence de mort. Personne ne réagit. Rien, glacial. J'attends une minute, puis je dis, bon... Comment silence, une minute? C'est très long, très très long. Ouais. Et je leur dis, bon, je peux rien faire d'autre. Je pas mieux, je peux pas faire mieux. C'est ça, ou je peux pas faire mieux. Et donc, voilà, c'est pas ça, je peux rien faire d'autre moi-même. En tout cas, voilà, on est à la fin. C'est pas possible. Silence de mort. Glacial, mais vraiment glacial. Ouais. Et là, je craque de fatigue. Ouais. Les larmes commencent à couler d'épuisement. Et là, un miracle. Je pense qu'ils avaient déjà décidé, mais l'ambassadrice vénézuélienne, très vocale, se lève et vient et me prend dans ses bras. Et tous les autres me rejoignent et en disant, on va te faire confiance. C'était un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. Quel moment exceptionnel. On peut faire confiance à l'humain, finalement, à l'empathie. Et c'est ce qu'on a vu dans l'après-midi quand le coup de marteau de Laurent Fabius a scellé l'accord, la joie de tous les gens pour se dire en fait on peut y aller, enfin on peut être des humains aussi, on n'est pas seulement en train de représenter notre pays. Ça c'était magnifique. Non, c'est plus qu'un coup de chapeau, hein. Laurent, je rappelle à tous nos auditeurs qui écoutent ce podcast, certains peut-être sont déjà nés bien sûr, mais ne se rappellent plus dans le détail. C'est un accord totalement historique, cet accord de Paris. Je crois que 196 nations l'ont ratifié, uniquement à l'exception peut-être de l'Iran, la Libye et le Yémen. Voilà, c'est d'après mes sources. L'Iran, ça se comprend pour d'autres raisons. Oui. Et tous les autres signataires se sont engagés donc à limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés afin d'achever le net zéro en 2050. Ça, c'était le point à l'horizon, la direction. Voilà. Alors,
Si vous résumez, ce qui est impossible, déjà vous avez partagé cette histoire qui est extraordinaire, je trouve. Quelle est la plus belle réussite pour vous en termes de cet accord climatique et ce qu'il en reste aujourd'hui, finalement, dans les conséquences de cet accord de Paris, au plan notamment de la diplomatie climatique, qui est un gros sujet, je sais qui est au cœur de votre vie aussi, mais aussi peut-être dans les mentalités. Parce que là, vous parlez un peu, moi j'aime beaucoup aussi parler des mindsets, des mentalités. Est-ce que ça a été un déclencheur qui a changé les choses aussi auprès de différentes parties prenantes et voire de l'opinion publique? Alors sur la diplomatie climatique, certainement. Moi, j'étais pas diplomate de carrière, Oui. donc j'arrivais avec un œil différent. Même si j'ai effectivement beaucoup échangé avec mes collègues du Quai d'Orsay et je me sens faire partie de la maison encore. C'était l'idée que la diplomatie, elle doit parler pas seulement aux diplomates et que c'est pas seulement au gouvernement et qu'il faut parler à tout le monde. Tout le monde. Et donc je développe cette idée de diplomatie à 360 degrés qui s'est magnifiquement incarnée dans le travail de la diplomatie française pour préparer Paris, puisque chaque ambassadeur a réuni toutes les composantes de la société civile dans tous les pays où ils ont été. Et ça a été extraordinaire parce que on avait un nouveau style de diplomatie, des connaissances, parce que pour eux le changement climatique c'était pas un sujet facile de s'y mettre, de nouer des relations avec les parlementaires, des militaires, des ONG, des entreprises partout. Au Pakistan, par exemple, la seule réunion qu'il y a eu, je crois, la première qu'il y a eu sur le changement climatique, ça a été l'ambassade de France. C'est-à-dire tout le pays ne s'en occupait pas. Et l'ambassade de France a invité la première réunion pour parler de la préparation de Paris. Donc ça a été déjà un changement dans la diplomatie. Je crois qu'il est maintenant vraiment entré dans les mœurs de tous les collègues qui maintenant consultent, ont compris, communiquent aussi, parce qu'ils avaient quand même une habitude de moins communiquer. Et l'autre chose, c'est le fait que l'accord de Paris, et ça... Alors, je ne suis pas du tout contente de ce qui se passe. On est trop lent. On a eu un accord de Paris qui arrive très tard par rapport au problème. C'était pas seulement à Copenhague, on était déjà en retard. On avait eu des échecs et des hauts et des bas successifs depuis 97, depuis 92 et surtout depuis la négociation de Kyoto qui avait finalement fait que tout le monde est parti, sauf les Européens et les Japonais en gros. Donc beaucoup de... Un problème d'arriver à fonder les choses, mais encore une fois, mais très tard. Et ce qui me paraît marquant et le grande réussite, c'est que c'est la référence. C'est la référence, et c'était mon souci, pas seulement pour des gouvernements, mais pour les autres acteurs, aussi en fait, des acteurs économiques, des banques, enfin, voilà, on se réfère. Ouais. Et pour les manifestations de jeunes dans la rue. Donc ça, c'est peut-être la plus grande réussite dans le mindset. C'est-à-dire, on a un accord. L'opinion publique qui commence à basculer. C'est-à-dire se dire qu'on intègre ça. Quand j'entends... j'entends quand maintenant on entend, quand on prend le train, la SNCF vous dire, voilà, vous avez économisé des zones de carbone. Il y a maintenant le contenu carbone, ça devient quelque chose qui est un peu familier. Et donc ça, c'est le changement de mindset. Et je vois dans des luttes locales... la Fondation soutient sur des questions d'environnement ou de climat, les gens font le rapport entre leurs problèmes spécifiques, ça peut être un contournement routier, allant jusqu'à... en fait, c'est lié à ce problème du climat et à l'accord de Paris. Et puis, il y a eu cette série de procès quand même extraordinaires où des associations se sont portées soit contre des entreprises, comme le fameux procès contre Shell aux Pays-Bas, ou entre un gouvernement, comme en Allemagne, auprès de la Cour constitutionnelle, pour dire vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne faites pas ce qu'il dit. Et ça, c'est soit pour les générations futures, soit pour ceux à quoi vous êtes engagés. Vous ne respectez pas cet accord de Paris. Et donc, ça, je pense que c'est ça la grande chose. Après, je vois bien comment... beaucoup d'acteurs de toute nature traînent les pieds, parce que c'est un gros changement, parce que c'est difficile. Changement gigantesque. Absolument. Alors parlons un peu, parce que le temps passe très vite, malheureusement, il nous reste encore 2-3 questions pour finir, si vous me permettez. Depuis mars 2017, donc vous dirigez la Fondation européenne pour le climat, European Climate Foundation, et c'est une organisation philanthropique qui est dédiée à la lutte contre le changement climatique.
Elle soutient et finance des initiatives qui visent à promouvoir une transition énergétique vers une économie à faibles émissions de carbone en Europe. On a beaucoup parlé, évidemment, de tout ce que vous avez appris, qui est incroyable, tout ce que vous avez fait, surtout réalisé. Quelle est aujourd'hui, je dirais, la mission qui est la vôtre en termes justement d'impact sur peut-être cette gouvernance climatique ou sur les résultats, vous avez commenté entre les lignes sans les commenter, des dernières COP, pour faire changer la donne un petit peu au niveau global? Alors, j'ai finalement accepté donc cette proposition parce qu'il me semblait que là, j'aurais plus de capacité d'action que dans un gouvernement, puisque l'accord de Paris il était fait. Oui. Bon, il faut surveiller que ça progresse, enfin qu'on finisse et puis qu'on applique. Oui. Mais je ne voyais pas trop d'utilité à ma présence en restant dans le gouvernement ou dans l'administration. Et la fondation, c'est un endroit d'activisme au bon sens du terme. C'est pas, pas de se coucher sur les routes nécessairement, hein. Mais c'est par contre de dire il faut remettre le climat tout le temps là où il doit être. Dans la discussion industrielle, dans la discussion financière. Et donc, ECF, c'est une plateforme où je peux, grâce au travail, au soutien d'organisations, parler, que ce soit, je sais pas, PNB Paribas, à des entreprises, aussi bien aux maires des grandes villes, pour leur dire, est-ce que vous faites assez? Bon, moi, j'ai pas le sentiment. Regardez ce que font telle ou telle organisation ou groupe de recherche qui montre que vous êtes encore loin de la trajectoire que vous devriez apporter. Comment est-ce que on travaille pour soutenir, par exemple, toutes ces normes, les normes européennes qui ont finalement aujourd'hui force de loi, enfin elles sont dans la régulation européenne. Bon, ça a été une des grandes victoires de travail de CF avec beaucoup d'organisations pour dire il faut que dans la régulation publique, il y ait une demande pour les entreprises de présenter leur transition, parce qu'évidemment elles ne vont pas le faire en un jour, mais il faut savoir comment elles font. Et c'est toujours cette idée de s'informer et de changer la perspective sur l'économie mondiale. Alors, et surtout d'où va l'économie pour qu'on ait ce phénomène d'entraînement auquel je crois, parce que on n'a pas de gouvernement mondial qui va faire obéir les uns les autres. Ça n'existe pas. Et puis, avec quand même un sentiment très fort, c'est que il ne faut pas oublier qu'un pays comme la Chine, après 2010, prend une option en se disant cette croissance verte ou cette transition écologique, notamment sur les renouvelables, les véhicules électriques, ça va se faire. Et il démarre avant tout le monde. Il démarre en 2010. Alors que bon, il y a beaucoup d'hésitations, encore aujourd'hui. Mais donc, il y a une espèce d'interprétation de l'évolution qui me paraît un élément fondamental. Et ECF, il y a plein d'autres bons endroits, un bon endroit pour faire ça. Pour réaliser ça. Pour montrer, regardez les faits. Regardez aujourd'hui, j'ai entendu, je crois, le président de Munich Re hier, je crois, ou en tout cas, il a fait paraître son analyse en disant, bon, les gens se plaignent du coût de la réassurance, mais c'est comme ça. C'est une réalité économique. C'est une réalité économique. Et bien sûr qu'on ne voudra plus réassurer où la couverture va exploser en coût sur les catastrophes naturelles qui sont liées au climat. Donc, c'est ça qui fait changer aussi la perspective. Et ECF, ça permet de faire parler ou de faire entendre ou évidemment de challenger. Et puis, bien sûr, au plan européen, puisque c'est quand même un très grand endroit de décision. Bien sûr. Alors, je vais finir avec 2-3 questions qui reconnectent un petit peu à l'état d'esprit, au mindset. On en a parlé tout à l'heure, Laurence, qu'on a vu la puissance des émotions lors de l'accord de Paris. Vous avez partagé, je vous en remercie, des coulisses de ce moment de fort d'émotion. Vous avez réussi à rallier des voix pas forcément évidentes à rallier. On sait que la crise climatique provoque, et c'est documenté, donc c'est pas simplement un titre, elle provoque souvent la peur. Et c'est une situation à la fois hyper réelle et écrasante. Et on parle du futur de notre planète, on parle des futures générations. Vous travaillez dessus chaque jour, bien sûr. Alors, est-ce que vous sentez une forme de responsabilité? Est-ce que vous avez une forme d'optimisme mesuré ou pas? Et surtout, comment restez-vous positive, hein? Parce que c'est un leadership positif dont on parle ici. Positif, c'est pas être naïf, je le rappelle. C'est dire les choses telles qu'elles sont aussi. Mais créer des vibrations positives, un écosystème d'acteurs qui sont engagés, tel que vous l'avez décrit, je pense, vers les objectifs communs. Donc, quels sont pour vous les atouts nécessaires pour être une dirigeante de la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui? Qu'on soit dans votre poste,
qu'on soit peut-être dirigeant d'entreprise, qu'on soit dans une ONG, qu'on soit peut-être ministre demain de l'Environnement dans le futur gouvernement? Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, il y en a une seule, Oui. qui est l'action, où qu'elle soit. Hein. Ouais. La réponse à l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est pas d'attendre que la catastrophe arrive. Non. Donc, c'est la meilleure réponse. Donc, je suis jamais ni Donc c'est optimiste ni l'engagement, pessimiste. c'est l'action et l'engagement. Et vraiment, c'est ma réponse, elle est simple. Et donc, il faut être engagé. Il y a des jours difficiles, Oui. il y a des jours beaucoup plus positifs, mais on prend de l'énergie parce que on choisit cette voie de l'engagement. On rencontre beaucoup de personnes, Oui. de citoyens, de citoyennes qui sont eux aussi dans l'engagement à leur façon. Et du coup, on voit qu'il y a cette énergie vitale Oui. de responsabilité, mais positive, qui existe dans toutes les sociétés. Oui. Et bon, je crois que chaque fois que je rencontre des jeunes personnes, dans Oui. mes étudiants ou des jeunes qui veulent s'engager, lorsqu'ils me demandent comment j'ai l'énergie de continuer, j'ai dit bien l'énergie, elle circule. Oui. Elle est produite par l'interaction. Elle se diffuse. Elle se diffuse. Il faut Et qu'il puis y ait on des la diffuseurs, il faut qu'il y ait des capteurs. Et on la Ouais. crée. On la crée. Ouais. Et donc, voilà, la seule réponse à l'anxiété, c'est pas de C'est pas l'action, penser c'est que l'engagement. fichu, c'est l'engagement, et on fait ce qu'on peut. Oui. Alors, je vous partageais un petit peu avant notre rencontre que j'ai cofondé une association qui s'appelle Live4Good, donc il y a une communauté de plus de 600 jeunes entrepreneurs du bien commun, c'est comme ça qu'on les appelle, qui créent des entreprises qui apportent des solutions en matière environnementale et sociale. Et notre mission, elle consiste à révéler le potentiel de ces jeunes de tous horizons, parce qu'il y a une grande diversité aussi dans ces jeunes, dans les quartiers, RSA, etc., par l'entrepreneuriat impact, et d'accélérer l'innovation positive avec des vraies solutions concrètes au cœur d'une entreprise, d'une nouvelle génération d'entreprises. Et je l'ai créé avec la conviction vraiment que la jeunesse, elle peut constituer un peu cette troisième voie entre le secteur privé et le secteur public, notamment dans une voie entrepreneuriale. Je crois beaucoup, ayant travaillé depuis 40 ans dans une grande entreprise, que l'entreprise a non seulement une responsabilité incroyable, mais une capacité d'action gigantesque, locale, régionale et globale. Et donc, je souhaitais vous poser la question, vous, sur votre optimisme finalement de cette troisième voie que je vous décris très rapidement, de cette jeunesse entrepreneuriale ou engagée. Je sais que vous m'avez confié que vous êtes aujourd'hui aussi dans cette transmission à l'ENS sur l'engagement. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeunesse qui est face à vous dans l'amphib, je pense, sur les voies de cet engagement entrepreneurial ou d'autres facteurs ou d'autres formes, bien entendu? D'abord, j'apprends beaucoup. De ces jeunes, alors pas seulement les étudiants, mais en particulier les associations que nous soutenons avec CF, notamment une qui est maintenant connue en France qui s'appelle Banlieue Climat, une association de jeunes de quartier de différentes villes françaises et et je trouve ça magnifique, au fond disent, nous, on veut pas être catégorisés dans une identité où notre souci, ça serait juste l'intégration ou les rapports avec la police. On veut parler aussi des choses importantes globales comme les autres. Et on gagne le respect en étant comme les autres, informés. Avec des réflexions, des engagements, mais aussi une connaissance qui fait qu'on doit être écouté. On peut être écouté comme des citoyens et pas comme assignés à résidence. Ça, je trouve ça formidable. Ça m'a appris énormément. On les soutient beaucoup. Je vais inaugurer le 12 octobre leur école du climat à Saint-Ouen. C'est formidable. Mais ça, c'est juste l'énergie de ces jeunes, surtout. Et là, on la trouve dans beaucoup de cas. Et donc, la transmission que je peux faire, c'est qu'est-ce que je peux vous donner comme idée, conseil, mais c'est surtout de valoriser. Mettre en valeur tout voilà, mettre en valeur, et je pense que c'est ça mon travail aujourd'hui. Bon. Alors, toute dernière question. Je vous ai parlé un petit peu dans l'une de mes questions précédentes du leadership positif. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conscience environnementale qu'on a développée. C'est l'un de nos 9 pouvoirs au sein de l'association et d'autres acteurs qui développent ces pouvoirs. Il y a un autre pouvoir qui est la capacité à bâtir le changement, qui est dans ce cercle de moi et le monde dont je parlais. Et évidemment, vous êtes quand même quelqu'un qui a bâti le changement depuis pas mal d'années et que vous continuez à le faire en conduisant des transformations positives, en utilisant un état d'esprit justement apprenant aussi, le fameux growth mindset de Carol Dweck dont on parle beaucoup aussi, et en engageant surtout toutes les parties prenantes pour construire ensemble des solutions innovantes pour un monde meilleur pour tous. Alors pour finir justement, face à cet amphi virtuel de dizaines, centaines de milliers de jeunes ou auditeurs du podcast, mais des jeunes notamment,
que leur diriez-vous, pour finir, comment se préparer à bâtir le changement ? Je crois que il ne faut pas avoir peur. Peut-être que s'il y a une chose que je dirais, c'est pas avoir peur. Jamais avoir peur. Ne jamais avoir peur. Et avec ça, Oui. Vaincre la peur de ne pas écouter, la peur Ouais. de plein de choses, on a plein de peurs. Et si on n'a pas peur, à ce moment-là, le changement est quelque chose qu'on peut aborder. Parce que c'est ça qui freine toujours. La peur de ne pas être connu, la peur Ouais. de perdre sa situation, enfin au sens de là où on est. La peur qu'on va perdre des choses dans le changement. Oui. Et ça, se dire, il y a un très beau livre de Maya Angelou, Oui. une grande poétesse américaine. Oui. Elle a illustré par un texte, un petit livre à partir des dessins de Basquiat. Mhm. Et elle dit j'ai pas peur. C'est un poème sur j'ai pas peur. Alors, j'ai pas peur dans le noir, j'ai pas peur et la vie ne me fait pas peur. Et je crois que je dirais ça. Il faut travailler son. Alors c'est pas l'héroïsme, hein. Non, Pas non. l'héroïsme. Non, non. C'est le courage ne pas avoir peur d'être là où on est, de faire quelque chose là où on est. Voilà. Mais je pense que ça suffit comme petit guide. C'est une merveilleuse conclusion. Laurent, je vous remercier très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec nous, tous les auditeurs, et d'avoir ouvert un petit peu, pas les carnets, mais ce journal, cette route incroyable, et dont des négociations incroyables, mais au-delà de l'accord de Paris que vous réalisez, et ensemble de bâtir le changement avec toutes les parties prenantes. En tout cas, j'adore la conclusion. N'ayez pas peur pour être ce leader positif qui entreprend pour le bien commun. Merci beaucoup, Laurence. Eh ben, merci. Merci encore à Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Son engagement à impulser des changements à très grande échelle, au plan planétaire même, est une véritable source d'inspiration. Je crois qu'elle a pu démontrer l'importance vitale d'associer toutes les parties prenantes pour façonner, ce qu'elle a fait incroyablement pendant toute sa vie, des politiques publiques pour un environnement et une vie plus durable. Et c'est un message à la fois d'optimisme, et c'est un message très fort pour cette nouvelle génération de jeunes leaders positifs, qui est de s'engager, et surtout, je retiendrai son dernier mot, de ne jamais avoir peur. Chères auditrices, chers auditeurs du Positive Leadership Podcast, merci encore de votre fidélité, et à très bientôt pour d'autres épisodes avec des invités très inspirants ou très inspirants.